KMTV, nous sommes avec Kémy Seba. Est-ce que tu peux nous parler du contexte de comment tu es venu à Madagascar? Bonjour à vous. Déjà pour commencer, je salue tous les frères et toutes les sœurs qui regarderont cette interview ici à Madagascar et ailleurs. Donc, j'ai été invité dans le cadre du Forum international de l'économie à Madagascar. D'accord. Il voulait que je puisse m'exprimer au nom de notre ONG, du travail que nous abattons au quotidien un peu partout dans le monde africain diasporique, sur les problématiques relatives au colonialisme, au néocolonialisme et donc à l'impérialisme français. Et le lien entre ce colonialisme-là et les difficultés économiques, et la paupérisation systémique que connaît notre population. Et donc en ce sens-là, c'était pour moi un plaisir de venir. Je n'étais jamais venu du côté de Madagascar. Or, c'est très important pour l'ONG que je représente, que je dirige, de pouvoir voir toutes les parties de notre peuple, où qu'elles soient installées. J'ai été aux Antilles, j'ai été en Afrique, j'ai été au Moyen-Orient, j'ai été en Amérique du Sud. C'était important que je puisse venir du côté de Madagascar parce que notre peuple est aussi présent ici. Et en réalité, il traverse les mêmes problèmes, rencontre les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et c'est pour ça que j'ai été très touché aussi lors de la journée d'intervention au Forum international de l'économie, de voir qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui étaient venus après avoir appris la conférence sur les réseaux sociaux, sur notre page officielle. Et c'était très important pour moi de les voir parce qu'en réalité, c'est pour eux que je suis venu. Moi, mon but, c'est de parler aux ostracisés, c'est de parler aux exclus, c'est de parler à ceux que l'on met toujours de côté. Et bien souvent, malheureusement, la jeunesse est le symbole de ceux qui sont mis de côté. Notre peuple souffre partout où il est. Il y a un problème lié à notre couleur de peau, où que nous soyons. Je reprends un petit peu la terminologie qui dit que la conférence de Bandung avait trait au rassemblement des populations à la peau sombre. C'est quelque chose en quoi je crois réellement. On est toujours dans le même système, dans la même balance d'oppression. Et c'est important pour moi d'être là. Même s'il y a eu, pour la journée d'aujourd'hui, quelques petits désagréments, puisque les jeunes, à la suite du Forum international de l'économie et de mon intervention, voulaient organiser une conférence rapidement. Ce n'était pas annoncé à la base, hein, mais une conférence pour rassembler les jeunes du ghetto, les jeunes qui sont en situation difficile, etc. Et ils voulaient me voir, et malheureusement, la salle où ils voulaient faire la conférence appartient à des Français. On est typiquement dans le symbole de ce que nous combattons, que nous dénonçons. On est au XXIe siècle, en 2018, et malheureusement, encore dans nos pays, ceux qui tiennent les rênes de l'économie, qui tiennent les rênes de nos institutions, c'est l'oligarchie française. Et ça, c'est quelque chose de dommage. Est-ce que tu peux parler un peu du message que tu voulais transmettre aux jeunes malgaches à travers cette conférence qui a malheureusement été annulée? Bon, toujours bien préciser, la conférence qui n'était pas prévue à la base, qui devait être rajoutée à la conférence pour laquelle j'ai été invité, qui elle s'est bien déroulée, qui était le Forum international de l'économie. Non, ce que je voulais dire aux jeunes aujourd'hui, que je dis par le biais de ce média, c'est que je pense qu'il arrive un moment où on ne peut plus toujours attendre ad vitam aeternam que les dirigeants fassent à notre place ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. J'ai écouté les propos des candidats à l'élection présidentielle de Madagascar. Je ne suis même pas sûr que la campagne ait commencé, mais bon, eux en tout cas ont commencé la leur. Et j'ai constaté les mêmes sensations que j'ai lorsque j'écoute des menteurs professionnels un peu partout sur le continent africain et ailleurs. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que les gens qui sont dans ces classes politiques aujourd'hui sont des gens qui étaient dans la classe politique hier de 1. Ce sont des gens qui sont devenus riches non pas par leur intelligence, par leur bravoure, mais qui sont devenus riches en faisant de la politique. Et pourtant, moi, j'ai visité la ville et j'ai visité le pays hier. En tout cas, la ville, la capitale. Mais j'étais dévasté de voir le degré de pauvreté de notre peuple ici. Et dans le même temps, pendant que je vois le degré extrême de pauvreté de notre peuple, je vois de l'autre côté des gens qui sont extrêmement riches, qui sont devenus riches en devenant politiciens. Donc je me pose la question, est-ce que ce sont des hommes d'affaires ou des politiques? C'est la première question. Et quand on est censé servir le peuple, mais on n'est pas très riche au départ, on rentre en politique et on devient extrêmement riche. On a servi le peuple ou on s'est servi du peuple? C'est une deuxième question. Et la troisième question, c'est face à ce constat amer que notre population peut avoir par rapport à cette situation, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Moi, je pense qu'il faut que la jeunesse africaine, de manière globale, et la jeunesse de Madagascar prennent ses responsabilités, se constituent en société civile réelle et organisée, non pas financée par les uns ou par les autres,
qu'on arrête de croire aussi que l'argent est la seule chose qui peut permettre que nos populations puissent s'organiser et avancer. J'aime toujours donner l'exemple de la guerre du Vietnam, où les États-Unis, qui étaient la première puissance mondiale, sont venus se battre avec les plus grosses armes du monde contre des gens qui n'avaient pas d'armes. Les États-Unis se sont pris une raclée. Donc cela doit nous rappeler aussi que cette histoire d'argent pour se libérer est un mensonge. Le capitalisme, là aussi, veut nous faire croire qu'on a besoin de lui, même pour se libérer de lui. Moi, je dis, il faut qu'on soit prêt à s'autodéterminer, qu'on comprenne que le matérialisme n'est pas la finalité, mais que ce sont les principes qui guident une nation, et c'est les principes qui guident un peuple. Et cette jeunesse-là doit se faire entendre lors des élections présidentielles et doit faire pression sur tous ses dirigeants en leur faisant comprendre que ce n'est pas eux qui tiennent les rênes de notre pays. Mais la réalité, c'est quand tu parles de se faire entendre à travers ici bientôt, il y aura les élections à Madagascar. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui ont perdu confiance en leur institution et surtout au système de suffrage universel, de démocratie représentative, tout ça? Donc, qu'est-ce que tu proposes comme alternative aux jeunes malgaches qui regardent cette interview? Très clairement, ce que je dis, c'est que si on n'a plus confiance en une entité, il faut l'exprimer vis-à-vis de cette dernière. Il y a des élections présidentielles, c'est le moment où la presse internationale a les yeux rivés sur ces élections. Pourquoi les jeunes de Madagascar ne se coaliseraient pas, ne s'organiseraient pas? Je n'ai pas envie d'appeler à l'incivisme, attention qu'on soit très clair, mais ne s'organiseraient pas pour faire du bruit pendant ces élections et que pendant les meetings des candidats, etc., que tous ces présidents soient indexés sur la manière dont les jeunes sont traités. C'est là-dessus qu'il faut s'organiser. S'il y a plus, je dis, il y a quelque chose de simple, s'il y a 1000 jeunes qui viennent dans un meeting présidentiel et qui disent vous avez trahi la jeunesse et vous allez chez tous les candidats, mais vous allez devenir une force politique et les gens vont être obligés de tendre l'oreille pour savoir ce que vous avez à dire. J'ai envie de vous dire, la situation en réalité, quand on veut véritablement régler les problèmes, elle est simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Si vous allez venir pour essayer de perturber des meetings politiques tenus par les aristocrates et les oligarques de ce pays extrêmement pauvre, vous allez avoir peut-être des menaces, vous allez peut-être avoir des répressions. Si tu y vas tout seul, si vous y allez à 2, si vous y allez à 5, si vous y allez à 1000, on va vous entendre. Et la vraie question, ce n'est pas de savoir si oui ou non nous avons le pouvoir de le faire. La vraie question, c'est de savoir est-ce que les jeunes sont prêts à se réunir pour cet objectif. Parce qu'il y a des jeunes qui sont prêts aussi à se prostituer en échange de postes. C'est une réalité universelle pour notre peuple, et un peu partout dans le monde, mais surtout pour notre peuple. Et c'est de la division de cette jeunesse que, comment dirais-je, dépendra l'avenir du pays. Soit on est capable de prendre en charge notre destin de manière collective, et en ce sens-là, les jeunes se feront entendre, soit il n'y a pas un consensus réel au sein de la jeunesse paupérisée, de la jeunesse ostracisée, auquel cas, ce sera toujours les mêmes qui gagneront. Moi, je pense que quand quelqu'un vous viole une fois, c'est déjà trop. Si vous viole 2 fois, c'est beaucoup trop. Et s'il revient la 3e fois, après vous avoir déchiré l'anus 2 fois, si vous acceptez, c'est que quelque part vous aimez ça. Donc moi, je pense qu'il faut être dans une séparation réelle, non pas avec les Français dans leur entièreté, je ne suis pas anti-français, contrairement à ce qui est dit, mais avec le système politique français. Et ce système politique français a des intérêts qui ne changeront, et je le dis comme je le pense, jamais. Je différencie l'oligarchie française du peuple français dans sa globalité. Je connais des pauvres qui sont en France, moins pauvres que dans nos pays, mais il y a des gens en France qui sont pauvres, qui vivent dans les banlieues, qui vivent dans les ghettos. J'ai vécu moi-même à une partie de ma vie, lorsque j'étais adulte, en banlieue aussi, dans ma fin d'adolescence, on va dire, la précarité, la difficulté, je sais aussi ce que c'est. Même si je suis issu à la base d'une famille qui ne manquait de rien, mon père était un médecin, etc. Mais quand j'ai quitté le domicile familial et que j'ai commencé, et quand j'étais dehors, quand j'étais placé dehors, je n'avais pas d'autre choix que de survivre, de me débrouiller. Ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses et de ne pas vouloir être dans une dynamique d'essentialisée. Maintenant, l'oligarchie française a des intérêts qui partent dans le sens de nous vampiriser, de nous asphyxier, parce que la puissance de la France dépend de la manière dont elle peut soutirer nos richesses. Et je vais vous donner un autre exemple, c'est comme le scorpion vis-à-vis de la tortue. Le scorpion a besoin de la tortue pour traverser la rive. Mais quand on arrive de l'autre côté de la rive, qu'est-ce qui se passe? Le scorpion, s'il peut piquer la tortue, il la pique. L'un a besoin de l'autre.
nous n'avons pas besoin des Français. C'est faux. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire. Ils ont créé une sorte de système de dépendance un petit peu, comment on appelle ça, quand quelqu'un se fait violer, mais il revient vers son violeur. Le nom m'échappe, mais ça va me revenir tout à l'heure. Et c'est dans cette dynamique-là que nos pays sont. Ils finissent par croire qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, qu'il n'y a qu'une seule alternative, c'est la France. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la multipolarité est en train de s'organiser. Il y avait auparavant l'oligarchie occidentale qui dictait sa loi à l'humanité. Aujourd'hui, il y a des pays qui diverses, qui se réunissent pour donner une autre voie. On parlait des BRICS, on parlait du Brésil, quoi que je pense des autorités brésiliennes, d'ailleurs c'est encore autre chose, de la Russie. Pareil, la Russie c'est un pays... je suis allé à Moscou, j'ai des liens très forts avec certains Russes proches des autorités, etc. Cela ne m'empêche pas de savoir que la vie pour un Africain en Russie n'est pas simple. Il faut aussi le dire. Mais je différencie maintenant le rapport aux gens. De toute façon, notre peuple n'est aimé nulle part, comme ça on le sait. Mais la géopolitique, c'est être capable de voir entre deux ennemis quel est celui qui peut me servir ponctuellement. Et ça ne veut pas dire que cet ennemi qui va me servir ponctuellement sera mon ami ad vitam aeternam. Je suis très lucide dans cette histoire du monde-là. Maintenant, des pays comme le Brésil, la Russie, la Chine, etc., l'Inde, ce sont des pays vers lesquels nos peuples devraient se tourner parce que ce sont des pays qui, dès lors qu'ils sont ostracisés et qui ne sont pas forcément favorisés par l'oligarchie occidentale, qui sont vus même comme des concurrents par l'oligarchie occidentale, si on peut les déstabiliser en étant dans une démarche de s'allier à cette phase B face à l'ennemi A, je pense que c'est quelque chose qui a du sens. Donc nous on fait le tour du monde. Notre démarche, c'est de constater que nos gouvernants, et c'est la même chose qu'ici à Madagascar, sont aujourd'hui des vassaux de l'impérialisme occidental et de l'impérialisme français plus précisément. Partant de ce principe-là, nous savons que ce n'est pas à partir de l'appareil étatique qu'on va être capable de changer les choses, mais c'est déjà au niveau de la société civile. Moi, l'adage de notre ONG, c'est de dire ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Est-ce qu'on a besoin des élites pour être capable de soutenir scolairement nos enfants? Est-ce qu'on a besoin des élites pour être capable comment dirais-je, de nettoyer nos villes? Est-ce qu'on a besoin des élites pour être capable de faire la sécurité dans nos villes? Est-ce qu'on a besoin des élites pour être capable de travailler la terre? Est-ce qu'on a besoin des élites pour être capable de prendre soin de nos quartiers? Est-ce qu'on a besoin de nos élites pour être capable de s'organiser de manière locale pour se faire entendre et exister? Est-ce qu'on a besoin de nos élites pour être capable d'essayer de tracer des traits d'union entre, par exemple, Madagascar et ce qu'on appelle le phénomène des îles éparses, les autres îles qui sont autour, qui en réalité appartiennent à Madagascar? Il y a un moment, il faut que les citoyens entre eux se parlent. Moi, la démarche que je fais en venant ici, c'est parce que je parle, moi, citoyen africain, je parle à mes frères africains partout où ils sont. Et notre démarche, notre obsession, elle est là. Je n'ai pas l'autorisation des dirigeants. La plupart des dirigeants africains en Afrique francophone me craignent. Ils craignent la vérité que j'énonce. J'ai des portes qui sont fermées dans 3 pays. Pourtant, je suis extrêmement suivi par la jeunesse de ces pays-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on me ferme les portes, parce qu'ils ne veulent pas qu'on influence les gens. Mais aujourd'hui, avec Internet, j'ai pas besoin, j'ai envie de dire, d'être à 1 milliard d'endroits pour que le message passe partout. Le message que je donne ici est un message qui va être diffusé auprès de notre population malgache et qui va être diffusé auprès du reste de la population africaine et de la diaspora. Donc je pense qu'il faut qu'on brise ces barrières qu'on s'est installées nous-mêmes et qu'on arrête de croire que nous sommes limités. La jeunesse africaine, c'est la force vive de l'humanité. Nous sommes la majorité de l'humanité, on ne le sait pas, on ne le réalise pas. On a l'impression de voir que l'Occident est quelque part la majorité de la population mondiale, mais l'Occident c'est une minorité. La majorité c'est des gens comme nous. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour s'organiser? La vraie question est là. Le reste en réalité c'est subsidiaire. Donc je crois beaucoup en nous. Et c'est parce que je crois beaucoup en nous que nous avançons, que nous menons ce combat et que nous essayons de, entre guillemets, réveiller, d'organiser les nôtres partout où nous allons. Mais nous, qu'est-ce qui fait que nous, on ne croit pas assez en nous? C'est ça que moi, tu vois, c'est ça la question. Tu vois, quand je t'entends parler de... C'est vrai qu'on n'a pas besoin des élites, tu vois, même ne serait-ce que pour régler les problèmes quotidiens, comme, tu vois, tout ce que tu viens d'annoncer là. Mais malgré ça, qu'est-ce qui fait que l'Africain, tu vois, il n'arrive pas à bouger? Moi, je pense, c'est dire qu'on n'a pas besoin des élites, je nuance, c'est-à-dire qu'à la base, le rôle des élites, c'est de faire leur travail vis-à-vis de la population.
Maintenant, on part d'un constat, les élites ne le font pas. Je donne un autre exemple, c'est comme si chaque enfant normalement a besoin d'avoir un père et une mère. D'accord. Mais il arrive des moments et des situations dans la vie, dans l'histoire de l'humanité, où il y a des parents qui ne sont pas là avec leurs enfants. Il y a des situations où le père n'est pas là. Il y a des situations où la mère n'est pas là. Il y a des situations où les deux parents ne sont pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant doit se débrouiller. Voilà. La jeunesse, nos parents, dans un système politique, nos parents, c'est les élites qui sont censées jouer ce rôle-là. Mais les élites ont démissionné de leur rôle et se servent de ce rôle pour autre chose. On en prend acte. Maintenant, on doit aussi sortir de ce processus colonial mental dans lequel on est, parce qu'on a été installé dans un système où on nous a fait croire que nous sommes dépendants de un des élites et dépendants de deux de l'Occident. Et que si on ne fait rien avec eux, on ne pourra rien faire. Ça, c'est un schéma dans lequel on nous a installés. Le peuple africain dans sa globalité a été installé dans cette démarche-là. Mais les choses sont en train de changer. Un peu partout aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de s'organiser. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il y a des choses qui sont en train de se dérouler pour qu'on aille dans ce sens-là. Et je pense que le plus grand danger pour les élites endogènes, donc ici à Madagascar, ou les élites africaines de manière générale, le plus grand des dangers, c'est aujourd'hui de comprendre, de constater et d'analyser la manière dont le monde est en train de se structurer. Si vous analysez géopolitiquement les choses, vous remarquerez qu'un peu partout dans le monde, il y a aujourd'hui des mouvements de jeunesse, des sociétés civiques qui sont en train de s'organiser et qui, progressivement, lorsqu'elles s'unissent, elles réussissent à prendre le pouvoir politique. Systématiquement. Je ne suis pas en train de tenir un discours, oh les jeunes unissent. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la société civile, quand je dis les jeunes, c'est la jeunesse, mais aussi les femmes, toutes les minorités qui sont ostracisées de manière générale, lorsqu'elles se réunissent en structure, en comité de démocratie directe, comme on dit, en comités locaux, qu'ils s'unissent. Je prends l'exemple de Podemos en Espagne, je prends l'exemple, même si le mouvement 5 étoiles, on peut dire beaucoup de choses en Italie, parce qu'ils ont une politique qui n'est pas une politique qui est favorable à l'humanité dans sa globalité, je ne suis pas sûr. Mais bon, bref, le mouvement 5 étoiles, c'est issu de la société civile aussi en Italie, ils s'organisent, et cette démarche-là, elle est valable partout. Si c'est valable partout, pourquoi ça ne serait pas valable pour nous? Et maintenant, une fois qu'on s'organise, si on a la possibilité, si certains d'entre nous ont la possibilité de plus fluide, ont la possibilité de voyager à quelques endroits pour avoir une expérience de comment les mouvements de résistance s'organisent, ben c'est quelque chose qui sert aussi. C'est le schéma, c'est la démarche dans laquelle on a été, et c'est ce qui a fait qu'on a pu lancer notre ONG et Urgence panafricaniste, et qu'on a pu initier un front de contestation quand même dans toute la zone franc l'année dernière, qui a mobilisé énormément de gens, qui mobilise énormément de gens. Donc je crois en cette démarche-là. Et je pense qu'il suffit juste de comprendre que nous sommes le centre de gravité du pouvoir au XXIe siècle. Moi, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, hein, clairement, le panafricanisme, aujourd'hui, est le mouvement de l'heure actuel sur le continent africain dans sa diaspora. Je pense que c'est le mouvement politique qui répond le plus aux aspirations des sociétés civiles et des masses en Afrique, et c'est pour ça qu'il mobilise autant. Et c'est parce qu'il mobilise autant aussi que les dirigeants et que la France le combat autant se court. C'est parce qu'elle sent qu'à travers cette idéologie, beaucoup plus que dans les histoires de socialisme, de libéralisme, etc., à travers cette idéologie, le peuple a trouvé les réponses à ses propres combats. Panafricanisme, c'est l'unité des Africains. C'est la réponse systémique. Le constat qu'on a tous, c'est parce qu'on est divisé que nous sommes affaiblis. Celui qui est divisé est toujours faible. Quand une main a ses doigts reliés, ça donne un point. Quand les doigts sont écartelés, ça donne des doigts, et des doigts ne peuvent rien faire face à un point en face. C'est une logique humaine. L'histoire de l'humanité nous prouve que ce sont les blocs qui se font entendre. Si je ne m'abuse, les États-Unis d'Amérique, sa définition États-Unis d'Amérique, c'est parce que c'est des États qui se sont unis. Un État seul ne va pas faire grand-chose. De la même façon que l'Union européenne, même si c'est l'Union européenne des gangsters de la banque et du lobby financier international, certes, mais l'Union européenne, c'est des nations qui s'unissent. C'est simple. La Chine, même dont on vous parle, ces différentes provinces qui se sont additionnées pour constituer leur système. La Russie, même si elle a été démembrée après la chute du mur de Berlin, aujourd'hui, Poutine est en train de reconstituer progressivement son influence avec ce qu'on appelle le courant de l'eurasisme. Et j'ai envie de dire qu'il va même plus loin que l'Union soviétique originelle.
Donc il y a une démarche, il y a une compréhension qui est qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse en penser, seule l'union peut permettre à notre peuple de s'en sortir, parce que c'est ce qui permet aux autres peuples du monde de s'en sortir. En Amérique du Sud, il y a un courant qui est parabolique au panafricanisme, qui est le bolivarisme, qui est issu de Simon Bolivar, qui était le libérateur, considéré qu'on le surnommait d'ailleurs le libérateur, et qui était le leader de la révolution en Amérique latine pour que les peuples d'Amérique du Sud puissent s'unir face à l'impérialisme. Le panafricanisme, c'est exactement la même chose. Nous sommes dans cette démarche-là, unir notre peuple face à un impérialisme que nous connaissons de 1, et faire en sorte qu'en s'unissant nous-mêmes, nous soyons capables de créer un processus de libre circulation au sein de ces différentes nations qui sont arrêtées des nations dites bien souvent artificielles, qui sont le fruit d'une histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de ces frontières-là, c'est le principe de peuple originel. Nous sommes les peuples premiers de l'humanité. Même l'histoire de Madagascar, c'est une synthèse d'Indonésiens, d'Africains et d'Indiens. Ces peuples-là, c'est les peuples premiers. Madagascar, plus même que d'autres peuples, c'est le symbole, c'est la synthèse de ces peuples premiers-là. Et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on doit s'installer. Clairement, l'Union africaine, aujourd'hui, c'est l'union des oligarchies africaines. Et l'Union des oligarchies africaines n'a pas les intérêts, les mêmes intérêts que les prolétaires africains. Ce qu'il faut, c'est un mouvement d'union des prolétaires africains. Et je pense que l'union des prolétaires africains, c'est ce que constitue Urgence panafricaniste, le mouvement que je dirige aujourd'hui, qui est présent dans toute l'Afrique francophone, qui, je l'espère, sera tôt ou tard présent aussi à Madagascar. C'est cette démarche qui consiste à dire que le peuple qui est mis de côté, qui constitue la majorité de la population, doit aussi s'organiser et doit aussi se faire entendre. Aussi bien contre nos élites endogènes, parce qu'en priorité, je le dis clairement, nos plus grands ennemis, avant la France, ce sont nos élites. Parce qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. C'est parce qu'on a des corrompus chez nous que les forces extérieures sont capables de faire ce qu'elles font. La France, elle veut dominer. On ne va jamais en vouloir à un serpent de vouloir distribuer son venin. Le serpent fonctionne comme ça. Mais ceux qui ont le rôle de nous protéger, quand ils n'accomplissent pas leur rôle, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit régler ce problème vis-à-vis de ces derniers. Et c'est la démarche dans laquelle on s'installe. Et c'est pour ça que l'Urgence panafricaniste a constitué l'année dernière le Front anti-CFA. CFA, c'est l'acronyme de colonialisme français en Afrique, donc le Front anticolonialiste français en Afrique. On s'est attaqué à la question notamment de la monnaie, mais pas seulement, la question des bases militaires, etc. C'est dans cette démarche-là qu'on est, et c'est dans cette démarche-là qu'on doit avancer.